La séance est ouverte. Honorables sénateurs, chers collègues, l'ordre du jour de cette séance comporte un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de mars 2017. Honorable Président de l'Assemblée nationale et estimés collègues, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Procureur général de la Cour suprême constitutionnelle, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Procureur général de la République, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organismes internationaux, des organisations internationales du système des Nations Unies, messieurs et mesdames les officiers supérieurs des forces armées, messieurs les représentants des confessions religieuses, madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos qualités. En intercession, le Sénat a perdu un de ses membres, la personne du sénateur Joseph Kongolo Kabila. En sa mémoire et en celle de l'ex-premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba, je vous invite à observer une minute de recueillement. Merci. Distingués invités, conformément aux articles 115 de la Constitution et 74 du règlement intérieur du Sénat, je procède ce jour à l'ouverture de la session ordinaire du Sénat pour le mois de mars de cette année. Cette session intervient à un moment particulièrement important dans l'histoire de notre pays. Cette histoire est marquée ces derniers mois par la signature, le 31 décembre 2016, d'un accord politique global et inclusif. Au centre interdiocésain, sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Après plusieurs autres forums du genre, cet accord politique a porté à notre pays, outre l'apaisement des esprits, à la veille de la date du 19 décembre 2016, les principaux acquis suivants. L'engagement renouvelé de la classe politique à ne procéder ni à la révision ni au changement de la Constitution, y compris par le recours au référendum. L'organisation en une seule séquence, et c'est au plus tard, le 31 décembre 2017, de l'élection présidentielle ainsi que des élections législatives nationales et provinciales sous réserve du pouvoir d'appréciation laissé au Conseil national de suivi, au gouvernement et à la CENI. L'organisation en 2018 de toutes les élections locales, municipales et urbaines. Le maintien en fonction du président de la République en exercice jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu et l'engagement renouvelé de celui-ci
à ne pas briguer un troisième mandat conformément à la Constitution. Le maintien en fonction de toutes les autres institutions en mandat électif. Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, gouverneur et vice-gouverneur de province. La gestion inclusive des affaires publiques au niveau de l'exécutif national en vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir à tous un traitement égal durant tout le processus électoral. Ces principes se traduisant notamment par la participation de toutes les parties prenantes au gouvernement national. La nomination du Premier ministre par le président de la République, conformément à l'article 78 de la Constitution, sur présentation de celui-ci par l'opposition. La refonte totale du fichier électoral et l'évaluation au moins une fois tous les 2 mois de l'opération d'enrôlement des électeurs. La redynamisation des structures de la CENI et le remplacement éventuel de ses membres, sur demande expresse de chaque composante y représentée. La désignation de nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. La sécurisation optimale du processus électoral. La fixation de la période préélectorale électorale à 12 mois à dater de la signature de l'accord. Obtenu après plusieurs tractations et concessions, nous souhaitons que cet accord, en ce compris son arrangement particulier, soit respecté et appliqué de bonne foi et dans les meilleurs délais afin de respecter les échéances électorales. C'est ici le lieu de saluer l'action des évêques et de condamner avec force les actes de profanation des églises commis au mois de février dernier à Kinshasa et au Kasaï et à Lubumbashi. Ces actes ne sont pas conformes à la foi de la majorité du peuple congolais. C'est aussi le lieu de déplorer l'extension des foyers d'insécurité un peu partout dans le pays. Béni, Kasaï, Congo central, Kinshasa. Il n'y a pas d'alternative à la paix dans notre pays. Que les leaders de la classe politique soient également félicités et remerciés. Ils ont épargné au peuple le pire que les oiseaux de mauvaise augure annonçaient. Cependant, au vu des dissensions observées ces derniers temps au sein des plateformes et quelques inquiétudes, je ne peux me permettre d'identifier ceux qui sont sujets ou objets de dites divisions. Je voudrais simplement souligner que, conformément à l'accord du 31 décembre, dans quelques mois, le peuple congolais ira aux élections. C'est son attente principale. Dans ces contextes, j'insiste auprès des uns et des autres pour que règne une atmosphère de paix dans le pays, pour que le processus électoral se déroule dans un climat apaisé. Au peuple, j'adresse un message de paix. La situation que traverse le pays est critique et atypique. Toutes les institutions de la République sont fin mandat. La perspective des élections à la fin de cette année doit nous inciter à l'espoir. De grâce, gardons notre calme et notre patience. Préservons tous les acquis démocratiques engagés, la paix, la liberté et le consensus national. Honorable Président
de l'Assemblée nationale et estimés collègues, Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables sénateurs et chers collègues, comme vous le constatez, la présente session ordinaire s'ouvre dans un contexte socio-économique plus que morose. La situation sociale du peuple a atteint les limites insupportables. On constate la montée vertigineuse de l'inflation. Celle-ci a engendré l'emballement de prix et la détérioration du franc congolais. Le pouvoir d'achat de la population a périclité. En moyenne, on estime que cette chute se situe entre 40 et 50% du dernier salaire perçu. Cette situation n'est pas l'effet du poids économique réel de notre pays. Le problème est donc dans la gestion de l'économie. Depuis plusieurs années, le Sénat ne cesse d'accompagner le gouvernement dans ce domaine par ses conseils. La diversification de l'économie avec à la clé l'abandon du monopole du secteur minier. La priorisation de l'agriculture avec à la base la préférence accordée à l'agriculture pérenne. La transformation minimale de matières premières avant leur exportation. L'élargissement de l'assiette fiscale avec le souci de la répartition équitable de la charge fiscale entre les différents contribuables. L'incitation à l'investissement privé, l'encouragement de la classe moyenne, l'engagement de toute la population au travail productif. Je réitère le même conseil au gouvernement. Compte tenu de l'urgence, j'invite au moins à arrêter la dégradation des prix des produits de première nécessité afin de soulager le panier de la ménagère. Mais au-delà de l'urgence, il faut passer à l'avenir. L'avenir se construit aujourd'hui. Concernant la chute du pouvoir d'achat, j'invite le gouvernement à entamer des discussions avec tous les partenaires sociaux afin de déterminer des mesures compensatoires qui s'imposent. Un pacte social est nécessaire dans la conjoncture actuelle. La situation sociale de la population ne doit pas être l'otage de l'enlisement politique. Honorables sénateurs, chers collègues, depuis son installation, le Sénat s'est caractérisé par une forte production législative, surtout pour la matérialisation du processus de réforme institutionnelle de l'État. Dans le secteur de la justice, ce processus arrive à son terme avec l'adoption à la session de mars 2016 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. Et très bientôt, le président va pourvoir au personnel de ces juridictions. Compte tenu de l'importance de cette loi organique, notamment dans la perspective de la gestion républicaine des futurs contentieux électoraux, permettez-moi d'y m'étendre un peu. Initiative d'un député national, la proposition de la loi portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif a été fortement enrichie par notre Chambre. Au plan de l'organisation, il est heureux de constater que la loi organique a pris en compte l'existence de deux catégories de structures au sein des juridictions administratives. Les juridictions administratives de droit commun, composées du Conseil d'État, de la Cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs. Et les juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des comptes, ainsi que les juridictions disciplinaires, les administrations publiques et des ordres professionnels. En décidant l'appartenance des juridictions administratives spécialisées et leur rattachement aux juridictions de l'ordre administratif,
la loi a clarifié un débat qui avait tendance à brouiller les pistes. En outre, la loi organique a réaffirmé l'autorité du Conseil d'État sur l'ensemble des juridictions administratives. Cette autorité s'exerce non seulement par le biais de l'appel et de la cassation, mais aussi et surtout à travers le pouvoir d'inspection que le Conseil d'État exerce sur toutes les juridictions administratives, quel que soit le droit commun spécialisé. Toujours au plan de l'organisation, la loi organique a décidé l'institution de sections consultatives à tous les niveaux des juridictions de l'ordre administratif. Ces sections fonctionneront à côté des sections contentieuses qui exerceront la véritable fonction juridictionnelle. Cette innovation a pour but de rapprocher la juridiction administrative de toutes les autres autorités administratives dans cette double fonction de juge et de conseillère de l'administration. Sur le plan de la compétence, outre les attributions classiques propres à un juge administratif, la loi organique affirme la compétence de principe des juridictions de l'ordre administratif en matière du contentieux électoral, outre le contentieux des élections présidentielles et législatives nationales, lesquelles, comme vous le savez, relèvent de la Cour constitutionnelle. Cette affirmation a pour conséquence que le contentieux des futures élections locales, municipales, urbaines et provinciales relèvera désormais des seules juridictions administratives. Au vu de l'importance de cette loi organique, le gouvernement ferait mieux de tout mettre en œuvre en vue de l'installation rapide des dites juridictions. Quant aux compétences classiques des juridictions ainsi organisées, elles ont été étoffées tant en matière consultative qu'en matière contentieuse. En matière consultative, toutes les juridictions administratives de droit commun ont reçu mission de donner a priori des avis motivés sur la régularité juridique de tout projet d'acte législatif ou réglementaire relevant de la compétence de l'autorité administrative de son ressort. À ce niveau, permettez-moi de constater que l'innovation aura consisté essentiellement dans l'attribution à ces juridictions administratives d'une sorte de pouvoir d'appréciation de l'opportunité politique des dits actes administratifs, puisque le Conseil d'État, les cours et les tribunaux administratifs ont reçu compétence à la fois de donner des avis motivés sur la pertinence des moyens juridiques retenus par l'administration pour atteindre des objectifs et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les réformes qui paraissent nécessaires pour l'intérêt général. En matière contentieuse, chaque juridiction administrative de droit commun a été confirmée dans son rôle de juge d'annulation des actes des autorités administratives et des organismes publics placés sous leur tutelle. Les conseils d'État pour le niveau national, les cours administratives d'appel pour le niveau provincial, les tribunaux administratifs pour les niveaux urbain, territorial et communal. Des innovations majeures ont été introduites à ce niveau. D'abord, la précision du concept violation de la loi en tant que norme de référence. La notion de loi, ici, comprenant la régularité juridique au sens général du terme. Ensuite, l'élargissement du contentieux de la réparation pour dommages exceptionnels aux mesures prises ou ordonnées par toutes les autorités administratives centrales, provinciales et locales. Toujours en matière de compétences, la loi organique innove, surtout
par la reconnaissance de la compétence de principe au tribunal administratif dans plusieurs matières de l'action administrative, de même qu'elle fait de ce tribunal le juge de litiges individuels. Concernant les fonctionnaires publics, les membres de partis ou de regroupements politiques, ainsi que les agents des organismes administratifs ou professionnels. Mais la plus grande innovation en la matière aura été plutôt celle de faire du tribunal administratif le juge administratif de principe de tout autre litige administratif, dont la connaissance n'aura pas été expressément attribuée à une autre juridiction administrative. Au plan de la procédure, il convient de noter que la loi organique recèle plusieurs avancées. On peut citer à titre illustratif l'organisation de procédures spéciales devant le Conseil d'État comme la cassation et la révision. L'introduction de l'astreinte comme une pénalité financière à l'encontre de l'État et de ses organismes, et c'est en contrepartie de l'indisponibilité de leurs biens. 3. L'ouverture dans toute juridiction administrative de la procédure de médiation ou de conciliation avant de statuer au fond d'un litige. 4. L'organisation d'une procédure de référé en cas d'urgence, dont le référé liberté qui permet dans un délai maximum de 48 heures de faire cesser des atteintes aux droits et libertés publiques. Bref, la loi organique sur les juridictions administratives est une avancée majeure du pays sur la route vers l'état de droit, d'où la nécessité de sa mise en œuvre rapide. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues, Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables sénateurs, chers collègues, l'ordre du jour de la session de mars 2017 prévoit pour l'essentiel les matières en souffrance dans les commissions. À part la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits humains, le Bureau n'a enregistré jusqu'à présent aucune nouvelle matière. Ça viendra plus tard. J'invite donc les commissions à épuiser tous leurs arriérés, conformément au calendrier qui sera soumis à l'Assemblée plénière par la conférence de présidents. Plus rien ne reste à dire. Je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2017 et je vous remercie.